Sylvain Missionnet est psychologue, professeur de psychologie clinique et de périnatalité, et de la première enfance à l'université. Il s'intéresse depuis toujours aux bébés et il n'a pas cessé de s'y intéresser. Vous êtes aussi directeur du laboratoire de psychologie clinique, anciennement directeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse, et membre de la psychanalyse de Paris. Bon, merci Bérangère pour ces paroles. Merci à toute l'équipe organisatrice et un merci particulier à Nat. Bon, moi ce que je vais dire à Nat publiquement, mais c'est prémédité depuis longtemps, c'est que j'ai une dette de vie, vous entendez bien, une dette de vie à l'égard d'Anat. Oui, et vous savez, ici on sait ce que ça veut dire dette de vie, hein. C'est Monique Bilowski qui a dit ça pour les femmes à l'égard de leur mère. Moi, pas très loin d'ici, je me suis retrouvé dans un établissement, je venais de frôler la mort, j'étais vraiment perdu en translation, et j'ai rencontré Anat, et ça a été super important. Je crois qu'on est aimés tous les deux. Je ne dirai pas plus, mais je peux vous dire, les amis, qu'il y a des moments, quand vous êtes allé un petit peu de l'autre côté du miroir, la qualité de ce que vous allez vivre avec les humains après, ça compte énormément. Et je dois dire que j'ai rencontré beaucoup de médecins, de paramédicaux, de ceci, de cela, et que très souvent j'étais déçu et un peu mélancolique. Et, comme tu disais tout à l'heure, le tonus de vie d'Anat m'a rendu un service incroyable. Ça m'a formidablement aidé. Donc de ça, infiniment merci. Donc quand Anat m'a demandé de participer à cette journée, moi j'ai tout de suite pensé effectivement à l'archéologie de ce masculin-féminin. Ce qui est une façon, je vous propose de mettre tout de suite ça en synonymie, ce qui est une façon de s'interroger sur la liminarité, c'est-à-dire sur les frontières, là où Trump met un mur, la liminarité entre les États-Unis et le Mexique, dans l'esprit de Trump, ça donne un mur, et là, ce dont on va essayer de parler, c'est que la liminarité, ça peut être une voie de passage, et je dois dire que tout ce qu'a dit Bernard sur les enveloppes, on est déjà bien dans cette ambiance de mutualité, réciprocité, intersubjectivité. Donc, je vais m'y prendre de deux façons pour explorer cette liminarité. Une façon qui m'est un peu exotique, parce que je ne suis pas très féru en la matière, c'est un chemin physiologique, et un chemin qui est plus mon fonds de commerce, qui est la psychanalyse. Donc, la première partie porte donc sur, alors on va mettre la première diapositive, c'est le temps des révélations, accrochez-vous, mettez la ceinture, c'est-à-dire que vous, les femmes dans cette pièce, et moi, quand on était fœtus, jusqu'à 2 mois, on n'était pas sexué. C'est-à-dire que votre début de vie et mon début de vie, comme embryon pendant 10 jours, 10 mois, 10 jours, et j'ai déjà des idées d'heures supplémentaires là. Donc pendant 10 jours embryon et ensuite fœtus, eh bien il faut attendre 2 mois pour imaginer que le bourgeon génital, c'est comme ça que ça s'appelle, se transforme soit en clitoris ou en futur permis. Ça veut dire que vous et moi, hommes et femmes, du début de la conception jusqu'aux 2 mois, on est dans une zone, donc bien représentée là, où la différenciation n'a pas eu lieu. Et ce n'est qu'à 2 mois que, effectivement, le bourgeon génital va, d'un point de vue développemental, aller soit vers un clitoris, soit vers un futur pénis. Donc là, on est vraiment dans de la physiologie, c'est-à-dire que cette histoire, alors effectivement, de territoire commun, on peut l'imaginer comme une spéculation extrêmement intellectualisée, mais ce que je trouve de tout à fait appréciable avec ceux qui décrivent ça chez le fœtus, eh bien que ce n'est pas du tout intellectualisé, c'est un fait biologique. Alors, on peut argumenter toujours de ce côté en restant quand même du côté de la biologie,
on peut argumenter avec l'étymologie du terme fœtus. C'est tout à fait passionnant et je l'ai fait avec délice de se plonger dans l'étymologie de fœtus, et on y trouve deux liminarités sur lesquelles j'aimerais vous sensibiliser. La première liminarité, c'est le fait que le terme de fœtus, au début dans la langue française, il concerne sans distinction les mammifères et les humains. Et donc, la liminarité dont je viens de parler, avec un en-deçà de la différenciation masculin-féminin, elle est voisine d'une autre liminarité, saturée d'inquiétante étrangeté évidemment, qui est « nous faisons partie de la grande famille des mammifères », et le terme de fœtus, dans ses premières acceptions, recouvrait vraiment la génération, c'est le terme consacré, le processus de procréation-génération chez les mammifères. Bon. Ce qui fait que la deuxième liminarité par laquelle j'ai commencé, en insistant sur le bourgeon génital et sur le fait qu'on a tous commencé notre vie intra-utérine en étant indifférenciés entre masculin et féminin, elle n'arrive dans la langue française que plus tardivement, et force est de constater que très souvent, que ce soit chez les professionnels, pour ceux d'entre nous qui, comme moi, travaillons en maternité, en périnatalité, force est de constater que le terme de fœtus, et ça peut se confirmer dans les verbatims de façon très méticuleuse, il est vraiment, alors on va dire non sexué, non genré, enfin grâce aux distinctions que tu as proposées tout à l'heure, on peut vraiment sortir le microscope et affiner, mais force est de constater que chez beaucoup de parents et chez beaucoup de professionnels, le terme de fœtus a une qualité sémantique de ne pas être sexué. Alors je vous donne une petite brève qui est arrivée il y a 10 jours dans mon cabinet. Donc je m'excuse, c'est un peu tragique. C'est un couple que je suis depuis plusieurs années. Au début, envoyé par un ami obstétricien qui fait de l'AMP, de la procréation médicalement assistée. Et ce couple est en galère. Madame est un peu déprimée, monsieur est chagrin. Et cet obstétricien humaniste me les envoie en me disant écoute, essaye de les rencontrer, et ils ont besoin d'un petit coup de main. Donc je les suis pendant tout le parcours d'AMP qui, tenez-vous bien, c'est un peu tragique, échoue. C'est-à-dire qu'ils vont dans une première équipe, ça ne marche pas, ils vont dans une deuxième équipe, ça ne marche pas. Et la deuxième équipe leur dit écoutez, peut-être il serait temps quand même de penser à l'adoption. Là-dessus, petit miracle de la vie, ils arrêtent tout, et un an après, je reçois un coup de téléphone de monsieur qui me dit « C'est bon, on a gagné ». Je lui dis « Quoi ?» Il me dit « Ça y est, ma femme est enceinte ». Je les reçois, on veut venir vous voir. Et donc, dans l'entretien, je note et je ne dis rien. Interprétation virtuelle, je la pense dans ma tête mais je n'en dis rien. Je suis très frappé parce que cette femme est enceinte de 6 mois et la mère, la devenant mère enceinte, elle dit « il » en parlant du fœtus, et son homme, le mari, lui, il dit « elle ». Donc, au bout d'une demi-heure où je savoure avec eux, parce qu'il y a eu tant de séances où on était dans la galère de l'infertilité, et alors tu parlais du banquet de Platon, à quoi ça sert de faire des enfants? Vous connaissez la réponse d'Alcibiade, quoi. C'est-à-dire, les humains sont en rage d'être mortels, et pour se refaire une petite santé, comme anxiolytiques et antidépresseurs, ils s'inscrivent dans l'éternité générationnelle, faute d'éternité personnelle. C'est-à-dire qu'on est mortel, vous avez remarqué, mais on peut s'inscrire dans une filiation qui défie le temps.
Et c'est pour ça que quand on meurt, c'est bien d'être entouré avec tout plein d'enfants et de petits-enfants, probablement. Ce qui en dit long sur ceux qui n'en ont pas d'ailleurs, donc ceux qui ont choisi de ne pas en avoir. Enfin, en tout cas, dans le banquet de Platon, c'est comme ça que c'est présenté. Donc, quand on est avec des parents infertiles et qu'on déploie un espace thérapeutique, il se passe des choses qui sont tout à fait émouvantes et profondes, hein, parce qu'effectivement, on arrive très vite à des thématiques philosophiques existentielles, à quoi ça sert de vivre, quelles traces on laisse, et pourquoi est-ce qu'on est mortel. Donc le fœtus, lui, il est vraiment très au-delà de toutes ces problématiques philosophiques, parce qu'il est, comme on le dit au Comité consultatif national d'éthique, et comme on l'utilise souvent dans nos travaux, c'est une personne potentielle. C'est-à-dire que, justement, par rapport à cette liminarité, tous les possibles lui sont ouverts. Il peut devenir homme, il peut devenir femme. Bon, mais ce sur quoi je veux insister avec cette appellation de personne potentielle, c'est effectivement sur l'ouverture au possible. On est vraiment dans quelque chose qui, au tréfonds de l'archéologie du masculin et du féminin, ne tient pas compte de ça. Petite suite de cette consultation de l'autre jour, je fais remarquer aux parents que la mère dit elle, le père dit il. Et vous savez ce qu'il dit, le père? Écoutez bien, c'est important pour notre sujet. Il dit « Oh mais moi je m'en fous complètement que ce soit une fille ou un garçon. Ce que je veux c'est qu'il soit, il persiste les signes sur son livre, que vivant. » Et donc ça c'est une des premières pierres à l'édifice que j'aimerais vous amener. C'est que quand on travaille en périnatalité, et en particulier avec tous les grincements de la périnatalité, donc infertilité, maladie ou handicap perçu grâce au diagnostic anténatal, fœtus devenu patient de la médecine prénatale, la question du genre ou de la sexuation comme vous voulez, elle n'est que seconde par rapport à la question plus en amont et beaucoup plus fondamentale qui est mort ou vivant. C'est-à-dire que pour pouvoir se poser la question de savoir si ce sera un homme ou une femme, encore faut-il qu'il soit vivant. Mais c'est vrai que quand on est dans le processus de devenir vivant, et quand on relève le défi d'être analyste qui accueille les représentations psychiques de parents, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Et c'est pour ça d'ailleurs que très sagement, beaucoup de parents, je pense à ceux qui instaurent tout un système, je ne dirai pas, je suis au courant de la récurrence des fausses couches lors d'une grossesse, je n'annoncerai à ma famille élargie que ma femme est enceinte, que je suis enceinte, dit madame, que passer les 3 mois, ce genre de musique-là. Et puis tout ce qui se passe dans les couples et dans les familles autour du sexe. Mais je voulais d'abord attirer votre attention sur le fait que finalement, quand on est à l'étape 2 de est-ce que ça va être un garçon ou une fille, ça veut dire qu'il est vivant. Et c'est pas rien. Si vous en discutez avec un couple qui a galéré pendant plusieurs années pour infertilité, je peux vous dire que c'est tout à fait important. Bon. Alors maintenant, un mot sur le diagnostic anténatal. Au risque d'être un peu grossier dans l'insistance sur ce que je viens de dire sur le d'abord vivant avant d'être masculin-féminin, puisqu'on est dans l'archéologie du masculin et du féminin. Bon. Il y a tout le diagnostic anténatal qui a transformé le fœtus en patient de la médecine néonatale fait qu'il y a une paranoïa, je pèse mes mots, une paranoïa normale chez les parents. Je l'ai appris de parents névrotico-normaux qui ne pratiquent pas la politique de l'autruche, qui surfent un peu sur Internet, et qui, dans la salle d'attente de l'échographie, sont un peu flippés, si vous me permettez l'expression. Mais moi, j'ai pris l'habitude de dire à mes collègues échographistes, vous savez, ceux qui sont flippés dans la salle d'attente sont plus névrotico-normaux que ceux qui ne sont pas et qui viennent faire du tourisme prénatal. Parce que ceux qui veulent faire connaissance avec le bébé en prénatal, avec
des musiques aptonomiques et un peu mystiques, en fait, sont des autruches qui mettent la tête dans le sable. Parce que quand vous voyez les prévalences des problèmes de santé du fœtus, si vous n'êtes pas une autruche qui met la tête dans le sable, vous avez de bonnes raisons d'être un peu angoissé dans la salle d'attente, quoi. Bon, mais vous avez remarqué, chez les humains, il y a ceux qui prennent le monde tel qu'ils voudraient qu'il soit, et puis il y a ceux qui prennent le monde tel qu'il est, quoi. C'est Machiavel qui a dit ça. Bon. Et c'est vrai que en prénatalité, on a souvent affaire à des gens qui se barrent, je dis ça avec tendresse, de mécanismes de défense pour échapper à tout ça. Moi, quand je rentre dans un avion et que je jette un petit coup d'œil sur les pilotes, je me dis, j'espère qu'il n'est pas déprimé et qu'il ne va pas faire le coup de celui dont on a célébré les 1 an en Suisse, là, c'est-à-dire le mec, il était alcoolique, sous antidépresseur, sa femme l'avait quitté, pof, il passe au-dessus de là où il était en vacances avec ses parents, il était heureux, et il plante l'avion, quoi. Vous avez entendu ça sur les médias en ce moment. Bon. Donc moi, le premier, je fais ça pourrait être une femme, mais laisse-moi projeter tranquillement. Donc, mon machisme sur les pilotes d'Air France. Mais ce que j'essaye de partager là avec vous, pour ne pas faire le malin, c'est que moi aussi, quand je monte dans un avion, je suis idéaliste. Donc, des devenants mamans et des devenants papas dans la salle d'attente de l'échographie, qui soient idéalistes et un peu tentés par la politique de l'autruche, je le conçois aisément. Parce que moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je monte dans un avion. On est dans un pays formidable, on a écrit récemment un billet sur ce sujet, au sujet de l'affaire Palmade. On est dans un pays où les juristes ont bien travaillé, ils considèrent que le fœtus n'est pas une personne juridique. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé le joker de personne potentielle. Pourquoi le joker de personne potentielle ? Pour respecter l'héritage de Simone Veil et du droit à l'IVG, vous avez remarqué, en danger dans un certain nombre d'endroits dans le monde, très en danger, et c'est formidable que ça soit inscrit dans la Constitution en France, parce que ça permet d'être un peu moins angoissé par rapport à la survie de ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que cette personne potentielle, finalement, l'expression n'est pas de moi, elle est de Georges Solus, c'est que le fœtus, c'est une personne potentielle, c'est-à-dire pleine de promesses et d'espérances, mais Georges Solus a dit, oui d'accord, mais ton fœtus, là dont tu nous parles, il est d'une précarité ontologique incroyable, d'une précarité existentielle incroyable. Pourquoi il dit ça, Georges Solus ? Il dit ça parce que quand une femme arrive à l'échographie ou au diagnostic anténatal, il y a un cheveu entre bienvenue dans la communauté humaine où, tu sais, là, la nuque est vraiment un peu épaisse, va falloir faire des examens complémentaires, la menace d'une trisomie arrive, mais vous pouvez avorter. C'est-à-dire, la précarité ontologique, c'est il y a un cheveu entre on va finir cette grossesse et on va accueillir un nouvel être humain dans la communauté humaine, et madame, IMG, vous allez, grâce à la loi française que vous avez bien compris que je ne suis pas un laissez-les-vivre qui se fait enchaîner sur les grilles des centres où l'avortement a lieu, et que effectivement je crois que c'est un droit tout à fait fondamental. Mais il y a une tonalité tragique à imaginer un couple dans une salle d'attente d'échographie qui rentre au moment de l'échographie. Parce que pour l'avoir vécu et accompagné un certain nombre de fois, vous ne savez pas si dans un mois, ce seront les mêmes qui viendront dans votre bureau en train de vous dire « Ah ben, le diagnostic de trisomie a été authentifié, on ne sait pas bien si on regarde ou si on ne regarde pas. » Au moment où ils rentrent dans l'examen, vous ne savez pas si... Bon, et comme je le disais l'autre jour en discutant avec Luc Gourand,
je disais, mais alors finalement, c'est quoi la prévalence des maladies graves et des fœtus qui ont un handicap ou une maladie grave? On va dire 2-3%. Bon. La question, c'est est-ce que vous jouez la roulette russe à 2-3%? Moi, non. Moi, je pose le revers, je dis, non, je m'excuse, ton jeu, là, j'en veux pas. Mais avoir un enfant en 2025, c'est jouer à la roulette russe à 2-3%. Enfin, je m'excuse de vous assombrir dans cette verrière formidable de la vie, mais mon souci, c'était de vous transmettre cette idée que le fœtus, il a l'inquiétante étrangeté d'être dans une zone liminaire entre humain, homo sapiens et mammifères. Il est dans la liminarité de masculin-féminin, et il est dans la liminarité, et ça c'est le noyau dur, c'est l'œil du cyclone du tragique, entre vie et mort. Et ça c'est la liminarité la plus redoutable. Alors, maintenant un mot sur effectivement la bisexualité psychique. Alors je suis dans la poursuite de ce qu'a dit Bernard. Je vais le dire à ma façon, mais je crois dans une perspective assez complémentaire. Et je suis aussi très inspiré par Husserl pour vendre la mèche tout de suite. Je pense que c'est Husserl qui a raison. Mais je vais le dire à ma façon avec un certain nombre de formulations peut-être un peu contrastées par rapport à celle de Bernard. Bon. Pour moi, la bisexualité psychique, elle est omniprésente, mais comme les trois liminarités que je viens de vous évoquer, elle est comme le nez au milieu du visage, elle est ce qui est très souvent refoulé. Et quand vous prenez l'histoire de la bisexualité psychique dans l'histoire de la psychanalyse, vous vous apercevez que la bisexualité, elle est, pour les amis d'Edgar Poe, elle est comme la lettre volée, quoi. C'est-à-dire que la meilleure planque, c'est sous le nez. Vous voulez, dans la nouvelle d'Edgar Poe, bon, effectivement, il s'agit de rechercher quelque chose dont on imagine que ça a été super planqué dans je ne sais quelle cachette subtile, et en fait, c'est là sous le nez. Bon. Moi, je pense que la bisexualité psychique, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle est là toujours en permanence sous le nez, mais, et c'est ça qui est important de bien intégrer dans l'histoire de la psychanalyse, toute l'émergence de la bisexualité en psychanalyse est liée à l'histoire du refoulement. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la psychanalyse, l'heure n'est pas à ça, mais dans L'homme au loup, dans Un enfant est battu, dans Analyse sans fin et Analyse avec fin et Analyse sans fin, vous avez des éléments, Freud revient très souvent sur l'idée que, effectivement, le rapprochement entre féminin et masculin est vraiment extrêmement transgressif dans la psyché, dans l'appareil psychique humain, et que si on veut un bon exemple simple et massif de comment ça fonctionne le refoulement, il suffit de convoquer cette proximité entre masculin et féminin. Et il va, et je pense que cliniquement ça vaut le détour, il va faire une différenciation qu'un certain nombre de psychanalystes avertis connaissent, mais je me permets de la répéter pour que ce soit notre petit territoire commun pour la matinée. Il fait la différence entre refoulement et répression. Alors refoulement, donc c'est au fin fond de l'inconscient et c'est bien enterré profondément. Répression, c'est intéressant parce que on est dans une suppression consciente. Et c'est vrai que dans les débats autour de la bisexualité psychique, moi je pense que c'est pas la même chose si par exemple vous êtes avec un patient, un adolescent qui est en train de faire des expériences homosexuelles et des expériences hétérosexuelles. C'est pas la même chose sur le plan sémiologique et psychopathologique que d'avoir un sujet qui va être dans un refoulement de la différence des sexes ou dans une répression de la différence des sexes. Et je dois dire que très souvent chez des militants LGBT, on est plus dans un registre de la répression et d'une militance consciente ou préconsciente que dans quelque chose qui est au tréfonds de l'inconscient. Donc je pense que ça donne un peu de souplesse à la sémiologie, parce que c'est pas tout à fait ceux pour qui s'intéresse à la topique
des conflits psychiques, c'est pas la même chose que d'imaginer ça au tréfonds de l'inatteignable de l'inconscient, ou au contraire dans les zones préconscientes ou conscientes. Voilà. Et puis je finirai avec un coup de zoom que tu aurais pu faire parce que tu connais ça par cœur mais que tu n'as pas fait, avec ce texte de Husserl qui s'intitule « 3 niveaux d'intégration de la bisexualité psychique ». On l'a publié dans notre best-of, dans la collection La vie de l'enfant. Bon. Et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que je vais compléter ce que nous a dit Bernard sur les enveloppes fort bien. Je vais le compléter en sortant le microscope sur 2-3 points qui me tiennent à cœur. Les qualités dont tu as parlé et dont Husserl ose dire qu'elles n'appartiennent pas exclusivement ni à la mère ni au père, c'est l'élasticité de l'enveloppe, donc tout ce que tu as dit sur le sac, sur le revêtement, ça va impeccable. C'est-à-dire qu'effectivement, vous le voyez à chaque fois que vous allez à la plage, vous restez un peu au soleil, quand la peau perd de l'élasticité, la nuit d'après, c'est pas tout à fait pareil. Je ne parle même pas du scénario catastrophe où vous avez des coups de soleil. Bon. Mais l'élasticité est vraiment une compliquée. Et Husserl, dans cet article, déploie avec beaucoup de poésie, inventer des nouveaux mots, beaucoup de poésie, beaucoup de conviction, cette élasticité, elle est maternelle, féminine et pourquoi pas masculine. Et l'autre chose, qui dit, et qui est un tantinet plus transgressive, c'est qu'il dit que ce qui est habituellement considéré dans les enveloppes comme étant l'apanage monopolistique de papa, la consistance, la résistance et la limite, en fait, Husserl s'ingénie, et moi je suis d'accord avec lui, pour dire que c'est au cas par cas, c'est ce peut être maman, ce peut être papa, en tout cas, c'est pas, pour parler comme aujourd'hui, c'est pas genré. Donc, il fait dans cet article, il sort vraiment le microscope, il développe cette thèse générale que je suis en train de vous exposer au niveau de la relation d'objet partiel, de la relation d'objet total. Donc, vraiment, lisez cet article, c'est formidable. Et là où je veux en arriver, et pas seulement pour faire plaisir à notre ami Tigran Tormassian, c'est à cette idée qui, elle, quand même, mérite d'être partagée entre cliniciens, qui est que la tendresse n'est pas un monopole féminin. Et ça gagne à être connu, quand même. Parce que moi, je dois vous dire très souvent que, même dans ma formation d'analyste, j'ai souvent, enfin, Dieu sait si le discours féministe a mis à juste titre l'accent sur des souffrances que des femmes pouvaient ressentir face au patriarcat machiste depuis des siècles. Mais moi, j'aimerais être un homme qui dit ne passons pas à côté de ce que nous, les hommes, nous pouvons ressentir si souvent quand nous prétendons à une forme de tendresse, et pourquoi pas professionnelle, ou une tendresse dans notre famille, une certaine forme de tendresse, et qu'il y en a certains qui vous regardent en disant dis donc, t'es bien sûr que t'es là où tu dois être. Bon, sans parler de ceux qui vont vous traiter de PD très vite. Je m'excuse d'être mal poli, mais bon. Et là, moi c'est vraiment très important, parce que ce que dit Husserl, et ce qu'a rappelé, Bernard avec talent, c'est qu'une enveloppe qui va bien, c'est notre fonds de commerce dans les thérapies parents-bébés que nous faisons, une enveloppe qui va bien. Tu te souviens de cette dernière consulte où on a eu un père tout seul avec son enfant. Je ne sais pas ce que tu en penses, faudrait qu'on en discute, mais moi, ce père, je sentais de l'élasticité. Il y avait une enveloppe. Papa était venu tout seul, c'était un peu inversé. Maman était au boulot, papa était venu tout seul. Mais côté enveloppe, moi, j'ai senti quelque chose comme ça. Et je pense que le tableau sémiologique serait tronqué, disons-le plus durement, serait amputé si des professionnels ne passaient à côté de la tendresse de cet homme. Et puis de toute façon, on est entre adultes, on va se permettre, je finirai là-dessus, on va se permettre de se le dire, avoir un toréador macho qui empiète l'espace avec son machisme patriarcal, c'est vraiment pénible, et on a raison de les renvoyer dans leur 22 et de leur mener la vie dure. Et il y a du boulot parce qu'il y en a beaucoup. Bon.
Mais je pense qu'il faudrait que ce mouvement de remettre à leur juste place et de dénoncer les violences des hommes qui, comme l'on dit et comme le disent beaucoup de féministes et d'anthropologues, je pense que cette dénonciation, elle est primordiale, mais je pense que ça serait encore mieux si ça s'accompagnait d'une reconnaissance, d'une rupture avec le monopole féminin et maternel de la tendresse. Moi, je pense que la tendresse et les qualités de la contenance, elles peuvent se trouver chez un homme, elles peuvent se trouver chez une femme, et quand on reçoit en premier entretien un homme ou une femme, moi, je mettrais bien dans la checklist de ce qu'on a à faire quand on apprend à faire un premier entretien. Je pense que être en mesure d'avoir une appréciation sur ce qu'il en est du dosage de ce masculin-féminin chez un homme ou chez une femme, c'est important. Alors après, et c'est bien parce que ça a été dit tout à l'heure, et c'est là qu'effectivement Bérangère, il faut inventer des mots, est-ce qu'on parle de la même chose si je parle de l'élasticité masculine de ce monsieur ou de l'élasticité féminine de cette femme? Peut-être qu'effectivement, la simplicité, c'est de dire, ben oui, c'est pareil au même, c'est kiff-kiff. Si on donne la parole au poète, ou au psychologue clinicien, ou au psychanalyste, il va dire, ah ben moi je vais relever le défi de mettre des mots différents là-dessus. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin. Voilà. Je vous remercie de votre attention.